Depuis près d'une semaine, la guerre en Ukraine a pris un tournant décisif pour les Européens. En effet, la déclaration d'Emmanuel Macron sur le perron de l'Élysée, statuant sur le fait d'une intervention militaire de la part des Européens sur le théâtre de guerre ukrainien est de plus en plus normale chez la plupart des Européens. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Où en sommes-nous? Où est-ce que cela va nous emmener? Acheminons-nous vers ce qu'on appelle une troisième guerre mondiale? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur Why Not in Africa. Bienvenue sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finances et de géopolitique vue sous un prisme africain. Heureusement pour nous, heureusement pour vous, chers auditeurs, grâce à votre force, on recommence des vidéos courtes qui permettent d'expliquer notre point de vue sur l'actualité mondiale vue sous un prisme africain. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre en Ukraine et des effets de cette guerre, et en fait, nous allons comprendre comment l'intervention des Européens peut être catastrophique pour l'Union européenne et quelle est la portée de la déclaration d'Emmanuel Macron. Sans plus tarder, commençons. En déclarant que l'Ukraine ne peut pas perdre sur son territoire et elle doit retrouver la souveraineté sur l'entièreté de ses frontières définies en 1991, le président Emmanuel Macron met ipso facto les puissances européennes sur le pied de guerre contre la Russie. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les 2 années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais des tanks », « jamais, jamais des avions »,« jamais, jamais des missiles de longue portée ». En effet, qui parle d'intervention militaire parle forcément d'économie, donc de capacité industrielle et d'intervention en termes d'hommes. Commençons avec l'intervention en termes d'hommes. Actuellement, les armées européennes ont une capacité maximale de mobilisation de près d'1 million de personnes, ce qui équivaudrait à la capacité militaire russe actuellement, nonobstant les pertes qu'elle subit sur le territoire ukrainien. Mais qu'en est-il de la puissance industrielle? Il y a un fait très majeur qui s'est déroulé au début de cette année, où les puissances européennes ont déclaré à l'Ukraine qu'elles pourraient leur fournir près d'1 million d'obus afin de contrecarrer la puissance de l'artillerie russe. Malheureusement, ils n'ont reçu que 300 000 obus sur les 1 million d'obus promis. Et dernièrement, le président français a fait un déplacement chez son homologue tchèque pour pouvoir avoir des obus de par le monde, 800 000 obus au total. Donc il est clair qu'actuellement, malgré le fait que les puissances européennes souhaiteraient intervenir pour maintenir soit un statu quo ou empêcher l'armée russe de pouvoir avancer et de continuer sa prise de territoire, son grignotage de territoire et sa politique d'attrition sur les troupes ukrainiennes, après Avdiivka, après Bakhmut, après Robotine, on est clairement sur une situation où la puissance européenne doit avant tout penser à comment repartir la machine. À titre de rappel, actuellement, il s'agit d'une puissance de feu de l'ordre de 1 pour 10. Ça veut dire pour 10 obus tirés par les Russes, 1 obus tiré par les Ukrainiens. Et en laissant vous rappeler que la France actuellement produit à peine une dizaine de milliers d'obus par année, ce qui ne représente qu'une consommation d'à peu près 2 à 3 jours d'obus sur le territoire ukrainien. Que vont-ils faire? Nonobstant aussi ce qu'on appelle les chars et tout ce qui concerne les missiles et les taurus que les Allemands refusent d'envoyer de ce côté-là. Il faudrait aussi rajouter d'ailleurs que d'une certaine manière, les puissances européennes sont complètement divisées sur cette proposition du président français où la plupart des grands pays déclarés frugaux, hormis la Hollande, ne souhaitent pas aller sur ce territoire ou entrer en guerre frontale directement contre l'ours russe. Admettons le fait que les puissances européennes sont capables de pouvoir intervenir sur le territoire ukrainien pour contrecarrer l'avancée des troupes russes. Il ne saurait ignorer la capacité russe actuellement de production militaire. Les Russes sont en effet la deuxième armée au monde en termes de capacité de production et en termes d'hommes mobilisables pour une guerre de haute intensité. Sur les papiers bien sûr, parce qu'à jusqu'à ce preuve de contraire actuellement, c'est la seule grande armée qui est en pleine guerre chaude, comme on les qualifie. L'hyperindustrialisation de la puissance russe est palpable. La Russie produit des milliers de chars, des millions d'obus par année. En effet, selon les rapports de la plupart des ministères de défense des puissances occidentales, la Russie produirait à elle seule près de 3 fois plus d'obus que les États-Unis et l'Union européenne réunis. Je dis bien
3 fois plus d'obus. Sachant que la guerre en Ukraine est une guerre d'attrition, donc une guerre d'épuisement et une guerre de tranchées, la puissance de l'artillerie est le cœur de cette guerre. En plus de cela aussi, il ne faut pas oublier que la Russie, avec ses Su-35, ses Su-34, avec ses Tupolev 122, est une armée capable de contrôler le ciel ukrainien avec une batterie de différents types d'armements permettant d'intercepter tout objet volant sur le territoire russo-ukrainien actuellement. Ce que les Européens ne sont pas forcément capables de faire parce que depuis qu'on a promis la livraison des fameux F-16, cela n'est pas encore effectué. Et plusieurs bouches indiscrètes au niveau des puissances européennes disent très bien que ces fameux F-16 ne pourront pas définitivement voler sur le territoire ukrainien parce que le F-16 a besoin d'une piste complètement assainie, sans aucun bobo, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir effectuer ces manœuvres. Et sachant très bien que si les F-16 décollent sur le territoire ukrainien, à l'instant T, tout aérodrome qui aurait ce type d'aéronef sur son territoire se verrait bombarder immédiatement pour rendre inutilisables les pistes. Donc la seule option qui reste, c'est de faire décoller les F-16 sur les territoires des pays de l'OTAN, ce qui serait directement un casus belli, car la puissance russe, de par son ministre Shoigu et de par Vladimir Poutine lui-même, a dit clairement tout avion volant voulant intervenir sur le territoire ukrainien provenant des territoires de l'Union européenne se verrait immédiatement attaqué. En ce qui concerne les gouvernements qui disent qu'ils n'ont plus de ligne rouge avec la Russie, ils doivent savoir dans ce cas qu'en Russie, nous non plus, nous n'avons plus de ligne rouge avec eux. Le dernier point que j'aimerais ramener ici sur cette vidéo, j'aimerais parler plus de l'effritement du théâtre des opérations. En effet, depuis la chute de Avdiivka, là en banlieue de Donetsk, nous assistons à un effritement successif des troupes ukrainiennes. On a bien beau remarquer dans les médias occidentaux qu'actuellement on essaie d'apporter le support au maximum au sein des Ukrainiens, mais c'est un fait. L'armée russe est en train de grignoter et d'épuiser de manière continuelle les troupes ukrainiennes. Et c'était ça le but de cette guerre d'attrition et cette guerre de tranchées ou cette bataille d'artillerie. L'artillerie étant l'arme mère, les puissances russes et puissances ukrainiennes s'affrontent à coups de dizaines de milliers de pièces d'artillerie par jour. Et en plus de ça, on combine à cela la présence inopinée et la présence de manière constante de drones FPV visant à provoquer une sorte d'hystérie sur toutes les deux lignes de front. Mais principalement, on vous signale que les drones Shahed qui ont été fournis par l'Iran et les drones fabriqués par les Russes, ce sont des terreurs sur le théâtre des opérations. Il est clair donc de manière ipso facto, nous assistons à une guerre où l'effritement est probable. Ce n'est pas pour rien que le nouveau état-major de l'armée ukrainienne a déclaré de vouloir construire une ligne semblable à celle de la ligne Surovikin du quai du général russe pour pouvoir contrer les attaques russes parce qu'ils savent très bien que l'Ukraine doit se mettre en mode défensif. Donc cet effritement est palpable et clairement est l'une des motivations du président français d'intervenir militairement et d'obliger Vladimir Poutine à retenir ses coups envers l'Ukraine. En définitive, on peut très bien dire que de par les déclarations du président Emmanuel Macron, nous assistons bien et bien à des paroles qui ne sont pas forcément des paroles vaines parce qu'il faut faire attention, cette guerre est tellement précieuse pour les puissances occidentales pour empêcher justement la Russie d'atteindre ses buts de guerre, car cela serait une véritable catastrophe pour les puissances occidentales qui perdraient ipso facto de leur sorte de magnificence sur la terre entière, sur les populations entières. Mais est-ce que les puissances européennes sont manifestement capables de pouvoir intervenir sur les territoires russes? Est-ce qu'on s'achemine vers ce qu'on appelle une guerre nucléaire parce que la France étant possédant l'arme atomique et la Russie possédant aussi l'arme atomique? Est-ce qu'on s'achemine vers un affrontement de puissance atomique qui n'a pas eu lieu depuis 1945? Nous ne savons aucune chose. On peut toutefois dire ici que ce qui se passe sur le territoire ukrainien est crucial pour l'avenir du monde entier parce que de cette guerre découlera le nouvel ordre mondial. Nous assistons actuellement à une sorte de défi qu'a lancé la Russie envers les puissances qui ont émis plus de 18 000 sanctions envers la Fédération de Russie. Je dis bien 18 000 sanctions, mais les résultats sont là. 3,6% de croissance pour la période de 2023. C'est juste exceptionnel comparé aux autres zones. Et en plus de ça, nous avons juste 7% d'inflation en Russie contre 6,4% d'inflation en zone Union européenne. Pour un pays sanctionné d'une telle manière, c'est une prouesse. Bien évidemment, le président russe vient d'être réélu à plus de 85%
des suffrages exprimés au niveau de la Fédération de Russie. Pour les puissances occidentales, il s'agit d'un score à la soviétique, mais pour les Russes et pour les avertis du landerneau politique russe, Poutine bénéficie bien évidemment d'un plébiscite, car il y a eu plus de 126 nations qui ont assisté comme observateurs pour cette élection en Russie. L'avenir nous dira la suite. Restez sur Why Not in Africa, restez zen.